Le jour où ma femme et moi devions nous marier, je me suis retrouvé doté d'une bien étrange capacité, je pouvais entendre les pensées des autres. Me voilà donc, debout devant l'autel, tel un charmant prince de pacotille, attendant ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. Oui, c'est ça, compte là-dessus. Si quelqu'un m'avait dit, il y a 6 mois, que j'allais épouser un membre de la famille Parker, cette bande de requins de la finance, capable de flairer la moindre faiblesse à des kilomètres à la ronde, j'aurais ri à m'en fêler les côtes. Mais voilà, la vie a un sens de l'humour assez tordu, et, apparemment, c'est moi qui en faisais les frais. La cathédrale Saint-Augustin était plus bondée, encore, qu'une rame de métro à New York aux heures de pointe, remplie de gens qui possédaient, probablement, plus d'argent sur leur compte courant que le commun des mortels n'en verra jamais en une vie entière. Des costumes de créateurs, des boucles d'oreilles en diamant à aveugler un pilote de ligne, et assez de faux sourires pour alimenter une petite ville entière en électricité. Le genre de mariage classique, typique de la haute société. Vous savez, le genre d'événement où chacun évalue la fortune de son voisin, tout en faisant semblant, hypocritement, de se soucier d'amour et d'engagement. Selena était absolument sublime, lorsqu'elle a remonté l'allée. Il faut bien lui accorder cela. Sa robe coûtait, probablement, plus cher que ma toute première voiture. Et puis, qu'importe, sans doute même plus que mes 2 premières voitures réunies. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, gracieux, comme si elle flottait dans les airs, plutôt que de marcher sur du marbre. Le photographe, quant à lui, s'en donnait à cœur joie, mitraillant la scène comme si sa propre vie en dépendait. Cela ferait, sans aucun doute, la une de tous les magazines mondains. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Et quand je dis étrange, c'est du niveau de Stephen King. Cela a commencé par un picotement, à l'arrière de mon crâne, similaire à la sensation d'un pied qui s'endort, mais en beaucoup plus intense. Puis, j'ai eu l'impression que quelqu'un montait, lentement, le volume d'une radio dont j'ignorais l'existence. Soudain, je me suis mis à tout entendre. Non pas seulement la musique de l'orgue, ni le froissement des tissus luxueux, j'entendais des pensées. De véritables pensées, pour de bon, qui flottaient dans la tête des gens comme des confessions invisibles. Au début, j'ai pensé que je faisais une crise de panique. Le trac du mariage, n'est-ce pas? Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous. Peut-être avais-je bu un verre de whisky de trop, avec mon témoin, juste avant la cérémonie. Mais non, c'était différent. C'était d'une clarté limpide, comme si l'on m'avait installé, directement dans le cerveau, des haut-parleurs haute définition. Selena est arrivée à l'hôtel, et, lorsqu'elle a pris mes mains, son sourire était parfait, d'une perfection digne d'une couverture de magazine. Ses lèvres bougeaient, prononçant toutes les paroles attendues sur l'amour, sur la dévotion, et sur la construction d'une vie à 2. Mais, dans sa tête, oh mon Dieu, dans sa tête, c'était un tout autre discours qui se tenait, au moins, cette fois, je m'en sors bien mieux que ma sœur. Attendez, quoi? J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive, là, devant les 300 invités. Mieux que sa sœur? Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire, bon sang? Je suis resté de marbre, gardant un visage impassible. Dieu merci, lors des innombrables dîners de famille, j'avais appris à sourire malgré les remarques passives-agressives. Pourtant, mon esprit tournait à toute allure, plus vite qu'un pilote de NASCAR sous Red Bull. C'est à ce moment-là que j'ai commis l'erreur de jeter un coup d'œil à Marissa, la jeune sœur de Selena, qui se tenait debout, dans sa robe de demoiselle d'honneur, avec l'air de quelqu'un qui aurait préféré subir une dévitalisation dentaire sans anesthésie. Le regard noir qu'elle me lançait aurait pu faire fondre de l'acier, mais c'est ce que j'ai capté dans ses pensées qui m'a, véritablement, coupé les jambes. Selena prend toujours ce qui aurait dû me revenir. Si seulement j'avais agi plus vite, Adrien aurait été à moi, lui aussi. Attendez une seconde. On arrête tout, on rembobine. Marissa s'intéressait à moi. Depuis quand? Je connaissais les sœurs Parker depuis près de 2 ans, et, jamais, Marissa n'avait manifesté le moindre intérêt au-delà de la politesse la plus élémentaire. Au contraire, elle semblait toujours agacée par ma présence, comme si j'étais un chien errant, égaré dans leur monde si parfait, et qui refusait de s'en aller. Mais, apparemment, sous ces masques de maquillage impeccablement appliqués, se jouait tout un mélodrame dont j'ignorais, absolument, tout. 2 sœurs qui se disputaient mes faveurs. Moi, Adrien Matthews, le gars qui achetait encore ses costumes de prêt-à-porter en promotion,
et pour qui un dîner chic consistait à aller chez Olive Garden pour manger des graissins. Le prêtre continuait son long sermon sur l'amour, sur l'engagement, et sur tous ces rituels traditionnels du mariage, mais, de mon côté, je vivais ma propre révélation. Ce n'était pas un simple bug de mon cerveau, ni le stress du grand jour. C'était réel. J'entendais bel et bien les pensées des gens, leurs véritables pensées, et non la version lissée qu'ils présentaient au monde. Et croyez-moi, c'était comme découvrir que tout le monde, autour de vous, parlait une autre langue depuis le début, alors que vous vous contentiez de hocher la tête, bêtement, en faisant semblant de comprendre. Je me suis forcé à me concentrer sur la cérémonie, à faire les gestes qu'on attendait de moi. Quand est venu le moment de prononcer mes vœux, j'ai réussi à les dire sans que ma voix ne vacille. Même si mon cerveau semblait faire des cabrioles, j'ai parlé d'amour, de partenariat, et de construire quelque chose de beau ensemble, tout en entendant, en parallèle, le commentaire mental de Selena qui s'assurait que ce mariage tournerait mieux pour elle que pour d'autres. Quels autres? Qu'est-ce qui m'échappait, ici? L'échange des alliances s'est déroulé sans encombre, même si j'ai capté, au passage, des bribes de pensées provenant de divers invités. L'oncle Robert se demandait si j'avais signé un contrat de mariage. La cousine Jennifer pariait que je ne tiendrais pas 6 mois. La grand-tante Milice trouvait que j'avais l'air bien trop maigre, et qu'il me fallait prendre un peu de force. C'était comme avoir accès à un panel de consommateurs, le plus brutalement honnête du monde. Quand le prêtre nous a enfin déclarés mari et femme, et que j'ai embrassé Selena pour la première fois en tant qu'époux légitime, je l'ai entendu penser, bon, voilà la première étape de franchie. Première étape de quoi? Quel genre de plan machiavélique ma nouvelle épouse était-elle en train d'exécuter? Tandis que nous remontions l'allée ensemble, son bras glissé sous le mien, j'ai capté d'autres bavardages mentaux dans la foule. La plupart étaient sans surprise, des remarques sur la robe, sur les fleurs, sur la musique, sur qui était élégant et qui ne l'était pas. Mais, disséminées çà et là, se trouvaient de petites pépites d'informations, qui dressaient un portrait bien différent de ce que cet événement représentait, réellement, pour chacun. Le photographe nous a fait poser pour ce qui m'a semblé être 1 million de clichés différents, sur les marches de la cathédrale. Le sourire de Selena n'a pas faibli, pas une seule fois. C'était une professionnelle de cet exercice, je l'ai alors compris. Chaque angle était parfait, chaque expression calculée pour un impact maximal. Pendant ce temps, j'essayais de ne pas ressembler à un chevreuil pris dans les phares d'une voiture, tout en digérant, tant bien que mal, le fait que je pouvais désormais lire dans les pensées. Souriez plus franchement, Adrien, a lancé le photographe. C'est censé être le plus beau jour de votre vie. S'il avait seulement su que cette journée s'annonçait, en réalité, comme la plus déroutante de toute mon existence. Pourtant, alors que je me tenais là, le bras autour de ma nouvelle épouse, écoutant la symphonie mentale de ces 300 invités, quelque chose a cliqué. Ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas une mauvaise blague cosmique à mes dépens. C'était une opportunité, une chance de comprendre enfin ce qui se tramait réellement autour de moi, de voir au-delà des mensonges, des politesses mondaines, et d'accéder à la vérité. Pour la première fois de ma vie, je détenais un véritable avantage. Et en observant tous ces visages, certains sincères, d'autres hypocrites, tous dissimulant leurs pensées derrière des expressions travaillées. J'ai compris que c'était ma seconde chance, l'occasion inespérée de réécrire l'histoire de ma vie, armée d'informations que personne d'autre ne me soupçonnait de posséder. Les règles du jeu avaient changé, et, enfin, je les connaissais. Si je pensais que la cérémonie était un sacré voyage, la réception, elle, s'apparentait à être parachutée au milieu d'un spectacle de Broadway, où tout le monde connaissait son texte, sauf moi. La famille Parker avait loué la grande salle de bal du Ritz-Carlton car, Dieu nous en garde, il aurait été impensable de célébrer cela dans un endroit qui n'exigeait pas une vérification de solvabilité pour franchir la porte. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des larmes de luxe, et les compositions florales coûtaient, probablement, plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mais le plus beau, c'est que, maintenant que je possédais ce bizarre nouveau super-pouvoir, tout l'événement me faisait l'effet de regarder un film avec les commentaires du réalisateur activés. Sauf qu'au lieu d'en apprendre sur les angles de caméra ou sur l'éclairage, je recevais un cours accéléré sur l'hypocrisie profonde de tous ceux qui m'entouraient. L'aide d'honneur pour saluer les invités fut une pure torture. Les gens se succédaient pour me serrer la main et me féliciter,
leur bouche prononçant des formules polies alors que leur cerveau diffusait un message radicalement différent. Madame Henderson, du country club, s'est extasiée sur la beauté de la cérémonie, tout en pensant, en son fort intérieur, que mon smoking faisait bien bas de gamme comparé à celui de son gendre. Monsieur Whitman, du club de golf, m'a dit que j'étais un homme chanceux, tout en calculant mentalement s'il valait la peine de m'inclure dans son réseau, ou si je n'étais qu'un faire-valoir pour Selena. Mais le véritable spectacle a commencé lorsque les frères de Selena ont fait leur entrée dans la file d'attente. Dominic Parker s'est présenté le premier, et, croyez-moi, ce type était une publicité vivante pour l'eau de Cologne de luxe et le mépris glacial. Grand, impeccablement soigné, vêtu d'un costume si bien taillé qu'il hurlait « Je peux t'acheter et te revendre avant l'heure du déjeuner ». Il avait à peine daigné remarquer mon existence durant nos fiançailles, me traitant comme un inconnu que Selena aurait croisé dans un café, plutôt que comme l'homme sur le point de devenir son beau-frère. Sa poignée de main était ferme, trop ferme, comme s'il cherchait à prouver quelque chose. Et son sourire avait la chaleur d'une brûlure de congélation. « Bienvenue dans la famille, Adrien », a-t-il dit, d'une voix qui trahissait autant d'enthousiasme que s'il lisait une liste de courses. Mais ses pensées ? Oh là là, ses pensées racontaient une toute autre histoire, cet homme ne tiendra pas dans notre famille. Il va s'effondrer, comme les autres. Les autres ? Quels autres ? Combien d'hommes la famille Parker avait-elle déjà broyé et recraché ? Et qu'entendait-il, exactement, par s'effondrer ? Y avait-il un rituel de bizutage dont j'ignorais l'existence, une initiation secrète chez les Parker, consistant à briser les pièces rapportées jusqu'à ce qu'elles rentrent dans le rang, ou qu'elles volent en éclats ? J'ai gardé mon sourire figé, et je lui ai rendu sa poignée de main, un peu plus fermement qu'il ne l'aurait fallu. Merci, Dominic. J'ai hâte d'apprendre à mieux connaître la famille. Ses yeux se sont légèrement plissés, comme s'il cherchait à déceler un sens caché dans mes paroles. S'il avait connu la vérité, il aurait su que c'était moi, précisément, qui avait accès au non-dit. Puis vint Lucas. Et ce garçon était l'exact opposé de Dominic, là où son frère aîné n'était qu'angles acérés et tactiques d'intimidation, Lucas, lui, poussait la chaleur et le charme à leur paroxysme. Il m'a attiré contre lui pour l'une de ces accolades chaleureuses, avec de grandes tapes dans le dos, dont les politiciens sont si friands, affichant un sourire assez éclatant pour illuminer une métropole. Adrien, mon pote, bienvenue dans ce cirque infernal qu'est la famille Parker. Il a ri, comme si nous étions de vieux compagnons de route, comme si nous nous fréquentions depuis l'université, alors que nous avions dû échanger, tout au plus, une douzaine de mots ces 2 dernières années. J'espère que tu es prêt pour le grand frisson, mon frère. La foule, autour de nous, s'est mise à rire face à cette énergie communicative. Lucas avait toujours été le chouchou de la famille lors des réceptions, capable de séduire l'assistance à la manière d'un politicien chevronné, donnant à chacun l'impression d'être unique au monde. Si Dominic était le marteau de l'entreprise, Lucas en était le gant de velours. Mais alors, j'ai capté ses pensées, et mon sang s'est glacé instantanément, tôt ou tard, la place d'Adrien sera mienne. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Sa place serait quoi, au juste? Ma place en tant que mari de Selena? Mon rôle dans l'entreprise familiale? Ou ma place, 2 mètres sous terre? Le sourire de Lucas n'a pas vacillé, pas une seconde. Il a continué à rire, à plaisanter avec les autres invités, jouant à la perfection son rôle de petit frère charmant. Cependant, sachant ce qui se passait réellement dans sa tête, le moindre geste amical ressemblait désormais à une menace enrubannée. Je commençais à comprendre que ce n'était pas une simple réception de mariage, mais une véritable représentation. Chacun tenait son rôle dans une pièce de théâtre complexe, et j'étais le seul à ne pas avoir de scénario. La soirée s'est poursuivie avec son lot habituel de futilités de mariage. Le dîner fut servi dans des assiettes qui coûtaient, probablement, plus cher que mes mensualités de crédit auto, avec des plats dont je ne savais même pas prononcer le nom. L'orchestre a enchaîné les classiques tandis que les couples se balançaient sur la piste, semblant tout droit sortis d'un film romantique. Tout était digne d'une photo de magazine, absolument irréprochable, à un détail près, la bande-son mentale que je captais chez chacun des convives. Pendant le dîner, j'étais assis à la table d'honneur, entre Selena et sa mère, Evelyn. Selena a gardé sa main posée sur mon bras tout au long du repas, incarnant à la perfection l'image de la jeune mariée rayonnante. De temps à autre,
elle se penchait pour me murmurer des mots doux à l'oreille, de petits commentaires sur la beauté de la fête ou sur son bonheur. Pourtant, son monologue intérieur suivait un chemin bien différent. Reste utile, Adrien. Ne me fais pas honte ce soir. Utile. C'était le mot qui résonnait sans cesse dans sa tête. Pas aimé, ni chéri, ni aucun des termes que l'on attend d'une jeune épouse. Utile, comme si j'étais un simple outil qu'elle avait choisi pour accomplir une tâche bien précise. Quand vint le moment des toasts, je savais que l'on attendait de moi un discours marquant. L'orchestre s'est tu, la foule s'est tournée vers la table d'honneur, et chacun est resté suspendu aux lèvres du marié. Je me suis levé, ma coupe de champagne à la main, avec l'impression de m'élancer sur un trapèze sans filet de sécurité. Chers amis, famille, j'ai marqué une pause, balayant du regard cette marée de visages, vous tous, qui vous demandez probablement comment j'ai réussi à convaincre une femme aussi incroyable que Selena de m'épouser. Un rire poli a parcouru l'assemblée. Dans ma tête, j'entendais l'approbation silencieuse de la moitié de la salle. On dit souvent que le mariage consiste à trouver sa moitié, mais je crois, pour ma part, qu'il s'agit de trouver quelqu'un qui vous pousse à devenir meilleur. Quelqu'un qui vous met au défi, vous soutient, et tolère, de temps à autre, vos goûts cinématographiques douteux. Nouveau rire, plus chaleureux cette fois-ci, accompagné de quelques sourires sincères. Selena, tu as déjà fait de moi un homme meilleur, simplement en croyant que je valais la peine que tu me consacres du temps. Je promets de passer le reste de nos vies à te prouver que ta confiance n'était pas mal placée. J'ai levé mon verre, et l'assistance m'a imité. Au nouveau départ, à la famille, et aux aventures qui nous attendent. Les applaudissements étaient nourris, les sourires semblaient vrais, et, pendant un bref instant, j'en ai presque oublié les commentaires mentaux que je ne cessais de capter. Presque. Alors que je me rasseyais, Selena m'a serré la main et s'est penchée pour m'embrasser la joue. C'était parfait, a-t-elle murmuré. Dans sa tête, j'ai entendu « bien ». Il sait parler en public sans se ridiculiser. C'est déjà ça, au moins. Oui, tout cela s'annonçait, décidément, des plus intéressants. Vous savez ce que l'on raconte sur les nuits de noces, n'est-ce pas? Toutes ces fadaises romantiques sur la passion, sur l'intimité, et sur le début d'une nouvelle vie commune dans l'éclat de la gloire conjugale. Eh bien, celui qui a inventé cela n'a visiblement jamais épousé un membre de la famille Parker, car ma nuit de noces s'est déroulée avec la fluidité d'un déraillement de train au ralenti. Nous nous sommes enfin échappés de la réception aux alentours de minuit, après ce qui m'a semblé être 17 heures de faux sourires et de baisers dans le vide, de la part de gens incapables de se souvenir de mon nom, même si leur héritage en dépendait. J'étais épuisé, légèrement éméché par le champagne, et j'avais sincèrement hâte de me retrouver seul avec ma nouvelle épouse, afin d'avoir, enfin, une vraie conversation sans que 300 personnes n'épient le moindre de nos gestes. Le domaine des Parker était l'un de ces manoirs de la vieille aristocratie financière, qui semblait avoir été dérobé à un drame historique pour être déposé au milieu de la campagne du Connecticut. Des murs couverts de lierre, des colonnes imposantes, assez de pièces pour loger une petite armée, et, probablement, assez de passages secrets pour rendre un fantôme jaloux. Selena m'a guidé par l'entrée principale comme si l'endroit lui appartenait, ce qui était techniquement le cas, tandis que j'essayais de ne pas écarquiller les yeux comme un touriste égaré en dehors de la visite guidée. Alors, ai-je dit, desserrant ma cravate tout en gravissant le grand escalier, quelle est notre chambre? Selena a jeté un regard en arrière, arborant un étrange petit sourire. La suite bleue, tout au bout du couloir. Mar Adrien. Elle s'est interrompue sur le palier, et, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me dire quelque chose de vrai, de sincère. Point ne t'installe pas trop confortablement. Avant que je ne puisse lui demander ce que cela signifiait, la porte d'entrée s'est rouverte, laissant entrer Dominique, qui portait toujours son smoking de mariage comme s'il se rendait à une autre soirée au lieu de rentrer chez lui. Il n'était pas seul, d'ailleurs. Derrière lui marchait Gerald Parker, le père de Selena, ainsi qu'un homme en costume onéreux, qui semblait désirer être n'importe où sur Terre, sauf ici. Ah, quel timing parfait, a lancé Dominique, sans s'encombrer de formules de politesse. Adrien, nous devons examiner quelques contrats avant qu'il ne soit trop tard. J'ai écarquillé les yeux. Des contrats? Ce soir? Les affaires ne s'arrêtent pas au sentiment, a tranché Gérald d'une voix empreinte de cette froide autorité que les vieux riches semblent maîtriser à la perfection.
Il se dirigeait déjà vers ce que je supposais être son bureau, sans même se soucier de savoir si nous le suivions. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Dans ma vie antérieure, et oui, je commence à considérer tout ce qui s'est passé avant cette télépathie comme ma vie antérieure, j'aurais totalement perdu mon sang-froid à ce moment précis. Franchement, c'était ma nuit de noces. J'essayais de comprendre dans quel genre de mariage je venais de m'embarquer, et ces types voulaient parler affaires. Je serais parti en trombe, j'aurais probablement hurlé des mots sur le respect et les limites, et je me serais globalement ridiculisé. But this time was différent. Cette fois, j'avais une place aux premières loges pour observer leurs véritables pensées, et ce que j'entendais s'avérait bien plus précieux que mon amour-propre blessé. Bien sûr, ai-je répondu, ajustant ma cravate au lieu de continuer à la desserrer. Je vous suis. Les sourcils de Selena se sont haussés, comme si je venais d'annoncer que je rejoignais un cirque. J'ai capté sa pensée de manière limpide, a-t-il peur de moi, ou est-il assez malin pour ne pas insister? Malin. Sans aucun doute, choisissons l'option malin. Le bureau correspondait exactement à ce que l'on attend d'une famille plus riche que certains petits pays, des boiseries sombres, des livres reliés en cuir qui semblaient n'avoir jamais été ouverts, et un bureau de la taille de mon tout premier appartement. Gérald s'est installé derrière le meuble tel un roi sur son trône, tandis que Dominique prenait l'un des sièges lui faisant face. L'homme en costume, que je commençais à soupçonner d'être un avocat, s'est placé sur le côté, tenant une mallette qui abritait, sans doute, mon avenir financier. J'ai pris le siège restant, et j'ai attendu. Dans ce genre de situation, celui qui parle en premier est souvent celui qui perd, et j'avais la nette impression que cette réunion n'était qu'un test. Adrien, a commencé Gérald, les doigts joints en pointe devant lui, maintenant que tu fais officiellement partie de la famille Parker, certains arrangements doivent être formalisés. L'avocat a ouvert sa mallette pour en sortir une liasse de documents, épaisse à en étouffer un cheval. Des documents postnuptiaux standards, a-t-il expliqué d'un ton monocorde, qui laissait deviner qu'il avait l'habitude de ce refrain. Limites financières, intérêts commerciaux, protocole de succession. J'ai hoché la tête comme si tout cela était parfaitement normal, même si mon cerveau me hurlait que rien de tout cela ne devrait se dérouler à minuit, le soir de mes noces. Pourtant, le flux de pensées que je captais s'avérait bien plus captivant que le jargon juridique qu'il s'apprêtait à me servir. Les pensées de Gérald étaient limpides, voyons comment il gère la pression. Le précédent a plié bagage immédiatement. Le précédent? Encore une allusion aux mystérieuses victimes passées de la machine Parker. Dominique, quant à lui, pensait à peu près la même chose, s'il est intelligent, il acceptera ce que nous lui offrons et restera à sa place. S'il est stupide. Eh bien, nous avons déjà géré des imbéciles par le passé. À ce stade, les menaces n'étaient même plus subtiles. Ces hommes me faisaient comprendre, en substance, que je devais soit jouer selon leurs règles, soit me faire écraser, et ils pariaient que je m'effondrerais comme une vulgaire chaise de jardin. J'ai écouté l'intégralité de leur exposé, qui parlait d'une allocation modeste, d'un accès limité aux ressources familiales, et de suffisamment de restrictions légales pour s'assurer que je ne puisse causer aucun dégât majeur si les choses tournaient mal. Du grand classique pour les familles fortunées, soucieuses de protéger leurs actifs contre des beaux-parents opportunistes. Lorsqu'ils eurent terminé, je suis resté assis sans un mot, laissant le silence s'installer. Tous les trois m'observaient comme des rapaces, guettant ma réaction. Cela me semble raisonnable, ai-je fini par dire, et j'ai pu presque palper leur soulagement collectif. Mais je suis curieux. Est-ce ainsi que toutes les affaires familiales sont gérées? Lors de réunions nocturnes au fond d'un bureau? Gérald a esquissé un véritable sourire à ces mots, le premier élan sincère que je percevais chez lui de toute la soirée. Dans sa tête, j'ai entendu, au moins, celui-là ne pleure pas et ne menace pas d'appeler un avocat. Il fera peut-être l'affaire, finalement. Bienvenue dans la famille, Adrien, a déclaré Dominique. Et, pour la toute première fois, sa poignée de main a ressemblé un peu moins à une menace, et un peu plus à une marque de reconnaissance. Quand je suis enfin remonté, Selena était déjà couchée, plongée dans un magazine de décoration d'intérieur. Elle a levé les yeux à mon entrée, arborant un visage indéchiffrable. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. Instructif, ai-je répondu, en me dirigeant vers le canapé près de la fenêtre. Elle m'a regardé attraper un oreiller et un plaid sur le fauteuil. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis dit que j'allais dormir sur le canapé, ce soir.
La journée a été longue, tu sais. Sa réaction mentale fut instantanée, se montre-t-il prévenant, ou a-t-il peur de moi? Aucun des deux, en réalité. Je me montrais simplement stratégique. Ce mariage était manifestement un arrangement commercial, déguisé sous de la dentelle blanche et des pièces montées. Et plus vite j'acceptais cet état de fait, plus vite je serais en mesure de comprendre comment mener cette partie pour l'emporter. Bonne nuit, Selena, ai-je murmuré, m'installant sur le canapé. Bonne nuit, Adrien. Alors que j'étais allongé dans l'obscurité, écoutant sa respiration devenir plus régulière, j'ai réalisé une chose cruciale. Chaque membre de cette famille jouait une partie à long terme, calculant ses coups avec 3 coups d'avance, tout en feignant de se soucier de sentiments tels que l'amour ou la loyauté familiale. Eh bien, devinez quoi? Nous pouvions jouer à 2 à ce jeu-là. Et, cette fois, je possédais un atout dont il n'osait même pas soupçonner l'existence. Si vous vous êtes déjà demandé ce que cela fait d'être un poisson rouge jeté dans un bassin de requins, laissez-moi vous brosser le tableau. C'est exactement ce que j'ai ressenti durant mon premier mois chez les Parker, à ceci près que les requins portaient des costumes sur mesure, et que l'eau était faite d'argent liquide. Mais voilà l'avantage d'être un poisson rouge doté d'un super pouvoir de télépathie, on peut entendre précisément ce que les requins planifient, bien avant qu'ils ne tentent de vous croquer. Je me suis jeté à corps perdu dans l'apprentissage des rouages de l'Empire Parker, comme si ma vie en dépendait, ce qui, soyons honnêtes, était probablement le cas. Chaque matin, à 7 heures pile, je me présentais au petit déjeuner de travail de la famille, dans la salle à manger officielle. J'y allais armé d'un café noir, assez fort pour réveiller les morts, et d'un bloc-notes sur lequel je faisais semblant d'écrire. En réalité, je gribouillais des dessins, tout en écoutant le feuilleton le plus cher de la côte et se jouer sous mes yeux, en temps réel. Ce n'était pas, non plus, des discussions classiques de petit déjeuner en famille. Oubliez les projets de week-end ou les plaintes sur la météo. Les Parker parlaient de fusion et d'acquisition au-dessus de leurs œufs biologiques de plein air, débattaient d'offres publiques d'achat hostiles tout en se passant la confiture artisanale. Et planifiaient des guerres de grands groupes entre 2 bouchées de toast qui coûtaient, probablement, plus cher la tranche que le déjeuner de la plupart des gens. Selena se tenait là, digne d'une couverture de magazine économique, impeccable, même à 7 heures du matin, partageant des analyses qui prouvaient qu'elle avait hérité de bien plus que des pommettes de son père. Dominique monopolisait la plupart des conversations, affichant une autorité si écrasante qu'elle aurait fait trembler les jeunes cadres, tandis que Lucas jouait les diplomates de charme, arrondissant les angles de son frère à coups de plaisanteries et de compliments stratégiques. Et puis il y avait moi, le petit nouveau, assis au bout de la table comme une mascotte d'entreprise, hochant la tête, essayant de ne pas avoir l'air totalement perdu lorsqu'il commençait à jongler avec des termes tels que rachat par emprunt ou proposition de valeur synergique. C'est là que mon nouveau super-pouvoir s'est avéré particulièrement utile. Tandis que chacun s'efforçait de paraître important et intelligent, je captais la vérité, brute, directement de leur esprit. Prenez, par exemple, la réunion où ils examinaient les rapports trimestriels de leurs différentes filiales. En apparence, tout était très professionnel, des diagrammes, des graphiques, et des présentations PowerPoint à faire pleurer de joie un consultant de chez MC Kinsey. Gérald égrenait les chiffres avec une précision si aride qu'elle aurait pu guérir l'insomnie la plus tenace, tandis que chacun hochait la tête en adoptant une mine de circonstance. La filiale affichait des résultats supérieurs aux prévisions, grâce à de nouveaux contrats signés sur les marchés étrangers. La filiale 2 se maintenait stable, rien d'extraordinaire, certes, mais rien de préoccupant non plus. Puis ils sont arrivés à la filiale 3, et, soudain, la pièce est devenue aussi silencieuse qu'un salon funéraire. La filiale 3 continue d'enregistrer de mauvais résultats, a déclaré Gérald d'un ton aussi chaleureux qu'un formulaire d'imposition. Les revenus ont chuté de 18% par rapport au trimestre dernier. Le taux de rotation du personnel atteint des sommets historiques, et les enquêtes de satisfaction des clients sont. Disons qu'elles ne sont pas fameuses. Dominique s'est adossé à sa chaise, affichant une mine qui laissait penser qu'il aurait préféré parler de n'importe quel autre sujet. Il est peut-être temps de limiter la casse. Certains investissements ne portent tout simplement pas leurs fruits. C'est à ce moment-là que j'ai capté la vraie discussion dans son esprit, cette division est un gouffre financier depuis 3 ans. Tout le monde sait que c'est un poids mort, mais personne ne veut prendre l'initiative de l'achever. Lucas a acquiescé à l'analyse de son frère, mais son commentaire interne était bien plus captivant, si nous la fermons,
cela représente 200 emplois supprimés, et beaucoup de mauvaise presse. Mais si nous continuons à y injecter des fonds, nous ne faisons que retarder l'échéance. Même Selena rédigeait mentalement l'avis de décès, le projet fétiche de papa est enfin en train de mourir. Il était temps. Peut-être pourrons-nous, désormais, nous concentrer sur les branches qui rapportent vraiment de l'argent. Pourtant, tandis que j'écoutais leur assemblée enterrer mentalement la filiale 3, quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Voyez-vous, alors qu'ils étaient tous focalisés sur la vue d'ensemble, c'est-à-dire les contrats prestigieux et les clients de renom, je m'étais penché, de mon côté, sur les détails négligés. Et la filiale 3 n'était pas morte, elle était simplement endormie. Le problème ne venait pas du modèle économique de base, mais plutôt de son exécution. La direction l'avait traitée comme le vilain petit canard de l'Empire Parker, la privant de ressources tout en exigeant qu'elle rivalise avec des divisions qui bénéficiaient de toute l'attention et de tous les investissements. C'était comme espérer qu'un cheval de course remporte le prix d'Amérique en ne le nourrissant que de restes de table. Pourtant, le potentiel était là. J'avais passé des heures à éplucher leur liste de clients, leurs offres de services, et leur positionnement sur le marché. Ils se trouvaient sur un créneau que personne d'autre n'exploitait vraiment, les moyennes entreprises, trop grandes pour faire appel à de petits consultants locaux, mais trop modestes pour intéresser les grands cabinets. C'était l'équivalent de trouver un billet de $20 que tout le monde aurait ignoré, simplement parce qu'il était froissé dans un coin de la pièce. Et si nous tentions une approche différente, ai-je suggéré, et, soudain, toutes les têtes se sont tournées vers moi, comme si je venais d'annoncer ma candidature à la présidence de la République. Gérald a haussé un sourcil. Tu as des idées pour la filiale 3, Adrien? C'est là que les choses devenaient intéressantes. Dans mon ancienne vie, j'aurais probablement bafouillé une idée à moitié bancale, puis j'aurais battu en retraite face à leur regard sceptique. Mais, armé de la certitude de ce que chacun pensait réellement, je disposais d'une assurance d'un tout autre ordre. J'ai analysé leurs chiffres, ai-je expliqué, d'une voix posée. Le problème n'est pas l'absence de marché pour leur offre. Le problème, c'est qu'ils essaient de se battre sur le mauvais terrain. La réaction interne de Dominique fut immédiate, super. Le nouveau se prend pour un génie des affaires. Ça va être divertissant. Pourtant, l'esprit de Gérald se montrait plus curieux, voyons ce qu'il propose. Au pire, il se ridiculise, et nous passons à autre chose. J'ai sorti le dossier que je trimballais depuis une semaine, rempli des recherches accumulées lors de mes séances d'études nocturnes. Il se positionne comme un cabinet de conseil spécialisé, tentant de rivaliser frontalement avec des structures qui possèdent 10 fois leurs ressources. Et si, au contraire, nous les repositionnions en tant qu'experts ciblés? Visons les entreprises de taille intermédiaire, qui sont actuellement délaissées par les géants du secteur. Je leur ai présenté mon analyse détaillée, démontrant comment la filiale 3 pouvait pivoter pour cibler les structures affichant un chiffre d'affaires compris entre 10 et 50 millions, des sociétés trop complexes pour se contenter de solutions basiques, mais trop petites pour éveiller l'intérêt des grands cabinets de conseil. C'était une niche idéale que personne ne dominait réellement, et, avec un marketing adapté ainsi que quelques recrutements stratégiques, nous pourrions régner sur ce secteur d'ici 2 ans. À mesure que je parlais, je percevais l'évolution de leur réaction mentale autour de la table. Le scepticisme cédait peu à peu le pas à la curiosité, et cette curiosité commençait à ressembler fort à de l'intérêt. Quand j'ai achevé ma présentation, un long silence s'est installé dans la pièce. Puis, Gérald a pris la parole. Ce n'est pas si mal, en fait, a-t-il dit. Et j'ai capté sa véritable pensée, le garçon a peut-être un cerveau, finalement. Intéressant. Dominique demeurait sceptique, mais son avis intérieur se faisait plus nuancé, ce n'est pas la pire idée que j'ai entendue. Cela pourrait fonctionner, si l'exécution est à la hauteur. Et Lucas? Ces pensées m'ont incité à surveiller mes arrières de plus près, joli coup. Ils seront utiles tout en prenant en charge un projet dont personne ne veut. Habile. Donnez-moi 6 mois, ai-je proposé, en fixant Gérald droit dans les yeux. Laissez-moi prendre les rênes de la filiale 3. Si je ne parviens pas à redresser la barre, vous pourrez la fermer, et j'en assumerai l'entière responsabilité. La réaction mentale de Selena ne s'est pas fait attendre, est-il fou? Il se porte volontaire pour une mission suicide. Pourtant, Gérald hochait déjà lentement la tête. 6 mois, a-t-il consenti. Mais tu seras jugé sur les résultats obtenus,
pas sur l'effort fourni. C'est bien noté, ai-je répondu. Alors que la séance se levait et que chacun quittait la pièce, j'ai saisi une ultime pensée d'Evelyne, restée silencieuse durant tout l'entretien, peut-être que celui-ci ne sera pas tout à fait inutile, après tout. Un compliment de taille, venant de la matriarche des Parker. L'après-midi même, j'ai rassemblé mes affaires pour me rendre dans les bureaux de la filiale 3, à l'autre bout de la ville. Il était temps de voir si je pouvais transformer cette occasion en or. Une semaine plus tard, j'ai eu un premier aperçu de la manière dont la famille Parker menait les affaires. Et croyez-moi, c'était un peu comme observer un groupe d'avocats jouer au poker avec l'âme d'autrui. J'aurais dû le voir venir. En vérité, rien ne se faisait dans cette famille sans paperasse, et cela incluait, apparemment, de s'assurer que leur nouvelle recrue comprenne exactement sa place dans la hiérarchie. La convocation m'a été transmise par Margaret, l'assistante personnelle d'Evelyne, une femme qui semblait capable d'orchestrer un coup d'état militaire avant midi, tout en trouvant le temps de classer ses dossiers par ordre alphabétique. Elle s'est présentée dans mon bureau temporaire, à la filiale 3, avec la chaleur d'un vent polaire, tenant une enveloppe qui criait « Document juridique » à des kilomètres à la ronde. Madame Parker demande votre présence dans la salle de conférence principale à 14 heures, a annoncé Margaret, d'une voix dont l'autorité sous-entendait qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une simple invitation. Veuillez vous faire accompagner de votre avocat. Mon avocat? Je n'avais pas d'avocat. Bon sang, le juriste le plus proche de mon entourage était le type qui m'avait aidé à renégocier mon crédit auto, 2 ans plus tôt, et j'étais presque certain que sa spécialité se limitait à réduire les mensualités, plutôt qu'à négocier des accords familiaux à haut risque. J'y serai, ai-je dit, m'efforçant d'adopter un ton détaché, comme si j'avais un cabinet d'avocats en numérotation rapide. Margaret m'a lancé un regard signifiant qu'elle mesurait exactement l'étendue de mes ennuis, a incliné brièvement la tête, puis a disparu telle une ombre de bureau. 2 heures tard, je me suis retrouvé assis dans la salle de réunion des Parker. La pièce semblait avoir été conçue par quelqu'un pour qui l'intimidation constituait un principe de décoration d'intérieur. La table s'avérait assez vaste pour y faire atterrir un petit avion, encadré de chaises dont le prix unitaire dépassait sans doute celui de la plupart des voitures. De grandes baies vitrées s'ouvraient sur les jardins impeccablement entretenus du domaine, tandis que des portraits à l'huile d'ancêtres Parker décédés me fixaient depuis les murs, semblant offensés de ma simple présence. Evelyne trônait en bout de table, digne d'un reportage photo sur les dirigeants d'entreprise. À sa droite se tenait un homme dont le costume respirait l'avocat d'affaires hors de prix, flanqué de collaborateurs qui constituaient, je suppose, un renfort juridique. Gérald était de la partie, naturellement, tout comme Dominique, qui s'efforçait de masquer un sourire en coin. Enfin, Marissa se tenait en retrait, observant la scène comme s'il s'agissait d'une partie de tennis particulièrement divertissante. Adrien, a commencé Evelyne, avec cette courtoisie formelle dont usent les gens fortunés lorsqu'ils s'apprêtent à vous évincer avec les plus grands égards. Maintenant que tu as eu le temps de prendre tes marques dans la famille, nous avons estimé approprié de formaliser certains points. L'avocat principal, qui s'est présenté sous le nom de Pinton issu du genre de cabinet qui facture leur plus cher que le salaire mensuel moyen, a fait glisser vers moi un dossier assez épais pour arrêter une balle. Un accord postnuptial, a exposé Pinton d'une voix qui suggérait une procédure des plus courantes. Des clauses standards visant la protection des actifs et l'établissement de limites financières au sein de l'Union. J'ai pris le document, et j'ai commencé à le feuilleter, m'efforçant de donner l'impression de comprendre plus de 30% de ce jargon juridique. Mais voilà l'avantage de la télépathie, nul besoin de déchiffrer les petits caractères, lorsque l'on peut percevoir précisément ce que chacun pense de la situation globale. Le commentaire intérieur d'Evelyne s'avérait d'une simplicité désarmante, une pension mensuelle généreuse, et un bien immobilier en cas de dissolution du mariage. C'est bien payé pour quelqu'un qui n'apporte rien dans la corbeille. Dominique abondait dans son sens, cette rente est sans doute supérieure à tout ce qu'il a pu gagner jusqu'ici, et la clause immobilière garantit qu'il ne pourra revendiquer aucune part dans l'entreprise si l'union bat de l'aile. Mais ce furent les pensées de Marissa qui captèrent mon attention, une fois les mains liées, il se retrouvera sans rien dès que Selena en aura fini avec lui. Exactement comme les autres. Encore cette référence. Ces fameux « autres ». Combien d'hommes avaient subi ce parcours? Combien s'étaient assis dans ce fauteuil, devant ce même contrat, persuadés de faire une bonne affaire? La voix intérieure de Gérald se montrait pragmatique, l'expérience nous a instruits.
Mieux vaut fixer des limites dès le départ plutôt que de gérer des complications fâcheuses par la suite. J'ai poursuivi ma lecture, relevant les points essentiels. Une rente mensuelle qui, je devais l'admettre, dépassait mon précédent salaire. La jouissance d'un des petits biens de la famille, à savoir un appartement en ville qui valait plus que ce que je gagnerais en une vie entière. Une couverture santé, quelques comptes d'investissement, bref, le minimum syndical pour leur milieu, mais absolument aucune part dans l'Empire Parker. Aucune voix dans les décisions d'envergure. Rien, absolument rien, qui puisse me conférer un réel pouvoir, en dehors de ce qu'il daignerait m'accorder. C'est très généreux, ai-je fini par dire en reposant le document. Mais je souhaiterais proposer une alternative. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce, d'une intensité rare. J'ai capté plusieurs ondes mentales simultanées, de la surprise, de la confusion, et l'amusement à peine contenu de Marissa. Quelle alternative, a demandé Evelyne, sur un ton d'une neutralité étudiée. Je me suis adossé à mon fauteuil, m'efforçant de paraître plus sûr de moi que je ne l'étais en réalité. Cette rente et ce bien immobilier sont fort appréciables, mais ils s'apparentent, pour l'essentiel, à des menottes dorées. À la place, je propose un accord basé sur la performance. Les sourcils de Pinton se sont levés d'un coup, comme si je venais de suggérer d'improviser un numéro de jonglage. Basé sur la performance ? Accordez-moi 10% des parts de la filiale 3, ai-je lancé. Et j'ai pu presque palper la réaction mentale collective de l'Assemblée. Mais uniquement si je la rends bénéficiaire d'ici 12 mois. Si je réussis, je conserve mes parts. Si j'échoue, je repars les mains vides. Pas de rente, pas d'appartement, pas de filet de sécurité. Le silence s'est prolongé, durant ce qui m'a semblé être une éternité. J'entendais les pensées fuser dans la pièce, pareil à des billes de flipper. L'esprit d'Evelyne jubilait presque, quel imbécile orgueilleux. Parfait. Il va creuser sa propre tombe, et nous n'aurons même pas à débourser un centime pour cela. Gérald se montrait plus analytique, un pari intéressant. Soit il réussit et se montre utile, soit il échoue et s'élimine de lui-même. La réaction de Dominique s'avérait des plus révélatrices, il veut lier son destin à la seule division que tout le monde croit condamner. Soit il est plus bête que je ne l'imaginais, soit il détient des cartes que nous n'avons pas. Mais c'est le triomphe intérieur de Marissa qui m'a conforté dans mon choix, oui. Il se jette de lui-même dans la gueule du loup. C'est encore mieux que tout ce que j'espérais. C'est une proposition audacieuse, a commenté Evelyne avec lenteur. Tu t'apprêtes, en somme, à jouer tout ton avenir sur une division en perdition. C'est exact, ai-je confirmé. Mais je parie sur moi-même, ce que ce contrat se refuse à faire. Gérald est intervenu pour la première fois. Et si tu échoues ? Si la filiale 3 continue de perdre de l'argent et que nous devons la liquider ? Alors je m'en vais sans rien demander, et vous n'aurez plus jamais à me revoir, ai-je répondu. Rupture nette, pas de pension alimentaire, pas de vague. Je voyais les rouages tourner dans tous les esprits. De leur point de vue, l'opération s'avérait gagnante sur tous les tableaux. Soit je parvenais, par miracle, à redresser une branche d'activité qui prenait l'eau depuis 3 ans ce qu'ils jugeaient impossible, soit je prenais l'engagement de m'effacer de leur existence sans que cela ne leur coûte le moindre centime. Evelyne a consulté Gérald du regard, lequel s'est tourné vers Dominique, qui a haussé les épaules, comme s'il observait un volontaire s'apprêter à sauter dans le vide. 12 mois, a fini par lâcher Evelyne. Mais nous exigerons des indicateurs de performance très stricts. Être bénéficiaire ne suffira pas. Il sera question d'une croissance durable des revenus, de fidélisation de la clientèle, et d'expansion de marché. Entendu, ai-je dit. Et si tu échoues, a ajouté Dominique, l'échec devra être total. Pas de demi-mesure, pas de presque rentable, et pas d'excuses. C'est compris. Pinton semblait assister à la signature d'un arrêt de mort, mais il a consciencieusement pris des notes pour réviser l'accord. C'est tout à fait inhabituel, a-t-il marmonné. La vie est faite d'imprévus, ai-je réplique. C'est ce qui la rend intéressante. Alors que l'entretien touchait à sa fin et que l'assemblée se dispersait, j'ai capté une dernière pensée d'Evelyne, 12 mois pour prouver qu'il n'est pas une déception de plus. Au moins, quand il échouera, la chute sera spectaculaire. Elle était loin de se douter que je n'avais nullement l'intention d'échouer. Je comptais, bien au contraire, réécrire entièrement les règles du jeu.
De plus, je savais précisément ce qu'ils attendaient de moi, ce qui me laissait le loisir de prendre le contre-pied pour les surprendre. Que la partie commence, famille Parker. Que la partie commence. Si vous avez déjà pénétré dans un bâtiment qui se meurt lentement depuis des années, vous en connaissez l'odeur caractéristique, un mélange de café éventé, d'espoir brisé, et un soupçon de « qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ?» C'est exactement ce qui m'a sauté au visage lorsque j'ai franchi le seuil des bureaux de la filiale 3, pour mon premier jour dans la peau du fou censé réveiller ce zombie d'entreprise. L'endroit ressemblait à une exposition de musée intitulée « Comment ne pas gérer une entreprise ». Les néons vacillaient comme s'ils faisaient des crises d'épilepsie, la moquette avait connu des décennies plus glorieuses, et la moitié des box restaient vides, comme si une apocalypse de bureaux avait tout balayé, emportant les plus avisés avec elle. Les rares employés restants avaient la mine de rescapés d'un dégraissage d'effectifs particulièrement violent, accomplissant leurs tâches machinalement, tout en mettant à jour leur CV dans leur tête. J'ai convoqué une réunion générale pour 10 heures, ce qui, dans ce lieu, revenait à rassembler les 12 derniers salariés, pour les entasser dans une salle de réunion qui fleurait bon l'ambition déçue et le désodorisant bon marché. Observer leur visage s'apparentait à assister à une réunion de soutien pour personnes ayant renoncé à la vie, mais n'ayant pas les moyens de démissionner. Très bien, tout le monde, ai-je commencé, debout face à eux, tel un conférencier de motivation au rabais. Je sais que les temps ont été durs. Je sais que le moral est au plus bas. Le budget est plus serré que la robe d'une Kardashian, et la moitié d'entre vous se demande sans doute si je viens enfoncer le dernier clou dans le cercueil. Quelques rires nerveux se sont fait entendre, mais j'ai surtout récolté ces regards vides, propres aux gens qui ont déjà entendu ce discours 100 fois, et qui l'ont vu s'achever par des lettres de licenciement et des cartons de déménagement. Je ne suis pas là pour punir qui que ce soit, ai-je poursuivi. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, chercher des coupables, ou déterminer qui est responsable du fait que ce bureau ressemble au décor d'un film catastrophe. Je suis là pour bâtir du neuf. Cela a piqué leur curiosité. Je pouvais presque entendre les rouages de leur cerveau s'activer, alors qu'ils cherchaient à savoir si j'étais sérieux, ou si je n'étais qu'un cadre de plus venu leur vendre du vent. Mais voilà la réalité, et je vais être d'une franchise absolue, car c'est la seule façon d'avancer, nous partons de zéro. Pire que zéro, en vérité. Nous partons d'un gouffre qui s'est creusé pendant 3 ans. Et la seule issue, c'est de nous donner à fond, afin de prouver à tous ceux qui nous ont enterrés qu'ils avaient tort. J'ai marqué un temps d'arrêt, observant les visages qui passaient doucement de la résignation à une forme de curiosité. Je ne peux pas vous garantir la sécurité de l'emploi car, en toute franchise, si nous ne redressons pas la situation dans les 12 prochains mois, il n'y aura plus d'emplois à préserver. En revanche, je peux vous faire cette promesse, si vous êtes prêt à vous investir, à prendre des risques, à tenter des nouveautés et à essuyer quelques revers avant de réussir, nous allons bâtir ici quelque chose que personne n'attend de nous. Les questions ont immédiatement fusé. Quel était le plan? De quelles ressources disposions-nous? À quoi ressemblerait ce redressement, concrètement? J'ai passé les 2 heures suivantes à exposer ma vision pour repositionner l'entreprise. Nous allions cesser de vouloir être une version économique des grands cabinets de conseil, pour devenir les spécialistes de référence des entreprises de taille intermédiaire. Nous allions cibler les structures trop importantes pour les petits consultants indépendants, mais trop modestes pour intéresser McKinsey. Des sociétés affichant entre 10 et 50 millions de chiffres d'affaires, en quête d'une véritable expertise, mais sans les moyens de s'offrir les grands noms du secteur. À la fin de la séance, j'ai décelé une lueur inattendue, un intérêt réel. Ces employés avaient été si éprouvés par des années de déclin que l'apparition d'une stratégie claire, d'un véritable plan de croissance, leur faisait l'effet d'une bouteille d'eau tendue à des voyageurs égarés dans le désert. Au fil des semaines suivantes, j'ai recruté des renforts. Noah Chan, un analyste de données avec qui j'avais collaboré dans mon ancien travail, capable de faire chanter les feuilles de calcul et de repérer des tendances invisibles pour le commun des mortels. Isa Patel, une prodige du marketing qui s'étiolait dans une entreprise de second rang, débordante d'idées de stratégie numérique à faire le buzz auprès d'un ermite. Enfin, Thomas Rodriguez, un spécialiste de la relation client au magnétisme indéniable, capable de charmer n'importe qui et de donner à chaque client le sentiment d'être unique. Nous avons démarré modestement, très modestement. Du genre, voyons si nous pouvons décrocher un nouveau client ce mois-ci. Mais c'est ainsi que l'on reconstruit une structure en ruine, étape par étape,
victoire après victoire, jusqu'à ce que les équipes commencent à croire que ce projet un peu fou peut, sait-on jamais, réellement se concrétiser. Le premier mois s'est avéré impitoyable. Nous enchaînions les journées de 12 heures, carburant au café et aux plats à emporter, tout en nous efforçant de rebâtir des systèmes qui ne tenaient plus que par du ruban adhésif et de vagues espoirs. Je sollicitais l'aide de tous les contacts de mon réseau professionnel, démarchant des entreprises qui n'avaient jamais entendu parler de nous, tentant de les convaincre qu'un cabinet sous perfusion pouvait, contre toute attente, résoudre leurs difficultés. Puis, un phénomène curieux s'est produit. Nous avons commencé à obtenir des résultats. Modeste, au début, comme un projet de fidélisation de clientèle par-ci, ou un contrat d'optimisation de processus par-là, mais il s'agissait de victoires concrètes, mesurables, qui venaient améliorer le bilan financier. L'ambiance au bureau a commencé à changer, passant du recueillement funèbre à une atmosphère qui ressemblait presque à de l'optimisme. C'est à ce moment précis que le sabotage a débuté. Cela a commencé par de petits détails, comme des roses déposées sur mon bureau sans le moindre mot, créant l'atmosphère pesante d'un admirateur secret. Je percevais des bribes de pensée en arrière-plan, évoquant des plans pour me traîner dans un scandale et me livrer en pâture à la presse. Quelqu'un cherchait clairement à me nuire, mais avec une certaine retenue. L'incident des gicleurs d'incendie, en revanche, n'a eu de subtil que le nom. Un lundi matin, j'ai découvert notre salle d'archives entièrement inondée. Pas simplement humide, l'endroit s'avérait totalement trempé, l'eau s'égouttant encore du plafond sur des armoires à dossiers qui semblaient avoir essuyé un ouragan. La version officielle a invoqué un dysfonctionnement du système anti-incendie. Pourtant, j'ai capté une pensée d'une netteté absolue chez Marissa, venue s'enquérir de notre gestion de la crise, essaie de sauver ça, maintenant. Son esprit jubilait littéralement de satisfaction. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à force d'observer la famille par cœur, j'avais retenu une leçon essentielle, il faut toujours disposer de sauvegarde. Toujours. Chaque pièce importante, chaque dossier client, chaque donnée essentielle était archivée au format numérique dans 3 espaces distincts, dont un serveur distant conçu pour résister à une apocalypse nucléaire. Dès le vendredi, nous étions de nouveau pleinement opérationnels. Notre réactivité face à l'incident a d'ailleurs fait forte impression sur plusieurs clients potentiels, qui avaient eu vent du sinistre. Rien ne crédibilise plus un partenaire commercial que sa capacité à surmonter une crise majeure sans ciller. Lorsque Marissa s'est présentée ce vendredi après-midi, s'attendant à nous trouver en train d'empaqueter nos affaires et de mettre à jour nos profils LinkedIn, la mine déconfite qu'elle a affichée a récompensé toutes mes nuits blanches de la semaine. Je lui ai adressé un sourire depuis mon bureau, au milieu du bourdonnement d'une équipe en pleine activité, tandis que ses pensées sombraient dans la panique. Comment est-ce possible? Tout devrait être ruiné. Merci d'être passé, Marissa, lui ai-je lancé d'un ton enjoué. C'est toujours agréable de voir la famille s'intéresser de près à nos activités. Elle est repartie sans prononcer un mot, mais je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner à plein régime, tandis qu'elle cherchait à comprendre pourquoi son entreprise de sabotage avait échoué. Ce soir-là, en fermant les bureaux à clé pour rentrer chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les Parker avaient passé tant de temps sur la défensive, à protéger leurs acquis, qu'ils en avaient oublié comment mener l'offensive. Ils étaient habitués à des interlocuteurs faciles à intimider, à acheter, ou simplement à épuiser à la tâche. Ils n'avaient pas l'habitude de faire face à des gens qui leur résistaient. Et ils n'étaient, à l'évidence, pas préparés à affronter quelqu'un capable de devancer chacune de leurs stratégies. Le gala de charité annuel de la famille Parker était le genre d'événement qui faisait passer le gala du mai pour une kermesse paroissiale. Il réunissait 500 des personnalités les plus riches et influentes de la côte est, toutes réunies dans la salle de bal de l'hôtel Plaza. Parés de diamants à aveugler un satellite, et dépensant dans les ventes aux enchères plus d'argent que la plupart des gens n'en gagnent en une année entière. C'était une démonstration de richesse indécente, maquillée en philanthropie, où chacun tenait son rôle comme s'il auditionnait pour un reportage sur la vie des gens riches et célèbres. Je redoutais ce moment depuis des semaines. Non pas que je sois incapable de me tenir dans une réception mondaine, après 6 mois passés à décrypter les relations de la famille Parker, j'aurais probablement pu me montrer charmant lors d'un dîner avec des tueurs en série. Non, j'étais inquiet car ce type de soirée constituait le terrain de jeu idéal pour cette guerre psychologique dont les Parker avaient fait un article. Et je pressentais que ce soir serait le moment choisi par quelqu'un pour passer à l'action. Selena s'avérait absolument somptueuse dans sa robe bleu nuit,
d'un prix supérieur sans doute à celui d'une voiture de luxe, évoluant parmi les invités comme si l'endroit lui appartenait, ce qui était d'ailleurs presque le cas. Elle avait joué tout au long de la soirée le rôle de l'épouse dévouée, suspendue à mon bras, discutant avec des figures de la haute société qui auraient pu s'offrir de petits états si l'envie leur en prenait. Pourtant, je percevais la tension sous-jacente dans les esprits. Quelque chose se tramait ce soir, un dessein bien plus vaste que les habituels ragots et intrigues mondaines qui caractérisent ce genre de réception. La soirée avait commencé de manière assez classique. Le cocktail réunissait les profils habituels, des banquiers d'affaires comparant la taille de leur yacht, des promoteurs immobiliers évoquant leurs dernières acquisitions, et des hommes politiques saluant la foule comme en pleine campagne électorale. J'ai joué mon rôle, discutant des tendances du marché et serrant des mains de personnes dont la fortune comptait plus de zéro que le délire d'un mathématicien. Gérald tenait salon près du bar, entouré d'un cercle de chefs d'entreprise suspendus à ses lèvres comme s'il dictait les tables de la loi financière. Evelyne arpentait la salle avec une précision chirurgicale, veillant à saluer chaque personne d'importance tout en évitant, avec élégance, les importuns. Dominique et Lucas s'employaient à démarcher différents cercles, jouant leur numéro habituel du bon et du mauvais flic auprès de futurs partenaires commerciaux. J'étais au beau milieu d'une discussion avec un gestionnaire de fonds d'investissement sur les opportunités de placement à l'étranger, lorsque j'ai saisi, à l'autre bout de la pièce, un fragment de pensée qui m'a glacé le sang, c'est ce soir. On va enfin révéler à tout le monde le vrai visage de la famille Parker. Cette onde provenait de la foule, mais, avec le vacarme mental qui régnait dans la salle de bal, il m'était impossible d'en identifier l'origine. Tout ce que je savais, c'est que quelqu'un préparait un coup d'éclat, et que cela s'annonçait destructeur. Je me suis extrait de ma conversation et j'ai commencé à circuler parmi les invités, m'efforçant d'avoir l'air détendu tout en restant à l'écoute. La difficulté dans ce genre d'occasion, c'est que chacun pense à 1000 choses à la fois, les cours de la bourse, l'ascension sociale, ou les intrigues de lit, si bien que repérer une menace précise revient à chercher une aiguille dans une botte d'aiguille. Puis je l'ai aperçu. Léo Costano, un entrepreneur du secteur technologique de second rang, qui s'efforçait depuis des années d'intégrer le premier cercle des Parker. Il se tenait près des tables de vente aux enchères, une tablette à la main, affichant une mine qui criait « Je m'apprête à commettre une immense sottise ». Ses pensées s'avéraient d'une netteté effrayante, c'est l'heure de dévoiler la véritable comptabilité des Parker. Voyons s'ils se montreront aussi généreux quand l'opinion publique saura d'où provient leur fortune. Je me l'ai dirigé vers lui, mais je me trouvais à l'autre bout de la pièce, séparé de lui par 200 personnes environ. Léo manipulait sa tablette, cherchant à la connecter à un réseau, probablement le Wi-Fi de l'hôtel ou le dispositif de projection du gala. Mesdames et messieurs, a soudain résonné la voix de Léo dans les haut-parleurs, amplifiée par les micros réservés à la présentation de bienfaisance. Je sollicite votre attention un court instant. Les invités se sont tournés vers lui, s'attendant sans doute à une annonce surprise, ou à un discours improvisé en faveur de l'association. Le visage de Gérald était devenu livide, et je captais ses pensées paniquées à 15 mètres de distance. Qu'est-ce qu'il fabrique? Comment a-t-il pu accéder à... Léo a brandi sa tablette, arborant un sourire digne d'un film d'épouvante. Je pense que vous allez trouver cela fort intéressant, en particulier ceux qui se demandent où s'en vont, précisément, les dons de la famille Parker. L'écran de projection principal, installé à l'avant de la salle de bal, s'alluma soudainement dans un grésillement. Et tout à coup, tous les regards se tournèrent vers ce qui ressemblait à des documents financiers internes de Parker Industries, des tableurs, des transferts bancaires, des créations de sociétés écrans. Le genre de paperasse qui n'aurait jamais dû voir le jour, et encore moins être projeté devant 500 des personnes les plus influentes du pays. La salle de bal plongea instantanément dans le chaos. Les invités sortaient leur téléphone, prenaient des photos, et filmaient des vidéos. Evelyne semblait sur le point de s'évanouir, tandis que Dominique, le regard meurtrier, se frayait un chemin à travers la foule en direction de Léo. Les journalistes mondains, qui couvraient l'événement pour leur rubrique « Art de vivre », comprirent soudain qu'ils venaient de tomber sur le plus grand scandale financier de l'année. Mais voilà le grand avantage, lorsque l'on a le pouvoir de lire dans les pensées, on peut entendre la véritable histoire, celle qui se cache derrière le chaos. Finn Parker, le frère cadet de Gérald et chef de la sécurité de la famille, était déjà sur son téléphone. Ses pensées défilaient à toute allure, alors qu'il tentait de retracer l'origine des informations, vérifier l'historique des appareils de Léo. Vérifier les journaux de téléchargement.
découvrir comment il a pu accéder à ces fichiers. Lucas, lui, pensait déjà à limiter les dégâts. Quelle part de tout cela est réelle? Dans quelle mesure pouvons-nous discréditer ces éléments? Il nous faut des avocats, des spécialistes des relations publiques, et probablement une petite armée d'intermédiaires. Mais ce fut la voix mentale de Marissa qui retint mon attention. Au lieu de la panique générale, j'y perçus quelque chose qui ressemblait fort à de la satisfaction, mêlée à de la peur. Parfait. Laissons Léo porter le chapeau, pendant que tout le monde se concentre sur les chiffres. Le temps qu'il découvre la vraie source, il sera bien trop tard. La vraie source? Léo n'était pas le cerveau de cette affaire. Il n'était que le bouc émissaire. Finn devait suivre le même raisonnement, car son monologue intérieur changea brusquement de direction. L'appareil de Léo, d'accord, mais le téléchargement provient d'eux. Attendez. Cela vient de l'intérieur, du réseau familial. Quelqu'un, disposant des accès requis, a téléversé cela à distance sur la tablette de Léo. Les agents de sécurité de l'hôtel se dirigeaient déjà vers Léo. On pouvait presque le voir réaliser, en temps réel, qu'il allait servir de bouc émissaire pour une affaire bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. En l'espace de 3 secondes montre en main, son visage passa d'un air triomphant à une terreur absolue. Ce n'était pas mon intention. Quelqu'un m'a envoyé ces fichiers, criait-il, alors que la sécurité lui empoignait les bras. Quelqu'un de la famille. Je peux le prouver. Mais personne n'écoutait ses protestations. La foule était bien trop occupée à cancaner sur les révélations financières, et la famille Parker, quant à elle, était bien trop occupée à gérer la crise pour s'intéresser aux cris d'innocence de Léo. Finn consulta à nouveau son téléphone, et je perçus sa découverte de manière limpide, téléchargement tracé jusqu'à l'appareil personnel de Marissa. Hier soir, à 23h47. Le visage de Marissa devint livide, tandis que Finn chuchotait quelque chose à l'oreille de Gérald. L'expression de Gérald passa de la panique à une fureur si noire, et si rapide, que c'était comme voir un interrupteur basculer. Qu'on les arrête tous les deux, pensa Gérald d'un ton glacial. Léo et Marissa, immédiatement. La sécurité fendit la foule, avec une précision toute militaire. Léo était déjà maîtrisé, continuant de clamer son innocence à qui voulait l'entendre. Mais, lorsqu'ils s'approchèrent de Marissa, elle tenta de s'enfuir. Elle fit à peine 3 mètres, avant que 2 hommes extrêmement baraqués, vêtus de costumes de grands couturiers, ne lui barrent la route. La foule assista, dans un silence de plomb, à l'éviction de la plus jeune fille Parker, escortée hors du gala de charité de sa propre famille. Elle hurlait qu'on lui avait tendu un piège, tout en exigeant qu'on appelle son avocat. « C'est Adrien qui m'a piégé », hurlait-elle, alors qu'on la traînait vers la sortie. « Il a tout planifié. Il nous a piégés tous les deux. » Cette accusation resta suspendue dans l'air pendant environ 30 secondes, avant que l'attention générale ne se retourne vers les documents financiers, bien plus captivants, qui brillaient encore sur l'écran de projection. Personne ne l'a cru. Et pourquoi l'aurait-on cru? Je n'étais que le nouveau gendre, l'homme qui venait d'entrer par mariage dans la famille, et qui tentait de sauver une division commerciale en faillite. Quel motif aurais-je bien pu avoir d'exposer les secrets de la famille? Alors que la soirée touchait à sa fin, et que la foule se dispersait lentement, sans doute pour passer le reste de la nuit à cancaner sur ce qu'elle venait de voir, je me retrouvai seul avec Evelyn, près du bar. L'écran de projection avait enfin été éteint, le personnel de l'hôtel nettoyait les vestiges de la cohue, et la famille Parker se regroupait, tels des généraux après une bataille particulièrement sanglante. Evelyn me regarda, avec des yeux qui semblaient percer à jour mon jeu d'innocent, pourtant si soigneusement entretenu. « Tu savais » dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Je m'en doutais, admis-je, mais les coupables finissent toujours par se pendre à leur propre corde. Elle étudia mon visage pendant un long moment, et j'entendis ses engrenages mentaux tourner, peut-être que celui-là est dangereux, mais de la bonne manière. Un compliment de taille, de la part de la matriarche des Parker. Tandis que nous quittions le plaza, pour prendre la route du domaine, je réalisai quelque chose d'important. Cette soirée n'avait pas seulement servi à exposer des secrets de famille, ou à se débarrasser des menaces. C'était un test. Une façon de voir comment je gérerais une crise, comment je réagirais lorsque la famille serait attaquée. Et, apparemment, j'avais réussi l'examen haut la main. 6 mois.
c'est le temps qu'il m'a fallu pour transformer la filiale 3, alors entreprise moribonde, en quelque chose qui ressemblait enfin à une société fonctionnelle. 6 mois de journée de 18 heures, de grignotage compulsif dû au stress, et de plus de café que n'importe quel être humain ne devrait légalement en consommer. En fin de compte, lorsque les rapports trimestriels tombèrent, les chiffres ne mentirent pas. Nous n'étions pas seulement rentables, nous faisions un véritable carton, écrasant toute concurrence. La transformation tenait du miracle, si je puis me permettre cette remarque. Notre taux de fidélisation des clients, autrefois d'un pathétique 37%, avait grimpé à un très respectable 84%. Nous avions décroché 12 nouveaux contrats sur le marché intermédiaire, là précisément où j'avais prédit notre domination. Nos revenus étaient en hausse de 130% par rapport à la même période l'année dernière. Et, pour la première fois en 3 ans, la filiale 3 contribuait réellement aux bénéfices nets de la famille Parker, au lieu de perdre de l'argent à flot, comme une plaie ouverte. J'étais assis dans mon bureau, les yeux rivés sur les derniers chiffres affichés à l'écran, essayant de ne pas avoir l'air trop fier de moi. C'est alors que Margaret, l'assistante d'Evelyne et messagère attitrée des drames familiaux, apparut sur le pas de ma porte. Elle arborait cette expression bien particulière, celle qui signifiait qu'une personne importante demandait à me voir. « Madame Parker souhaite vous voir dans la grande salle de conférence », annonça-t-elle, d'un ton d'une politesse si formelle qu'il ne laissait place à aucun refus. « À votre meilleure convenance. » Dans le jargon de la famille Parker, « à votre meilleure convenance » signifiait « lâche tout ce que tu es en train de faire, et amène tes fesses ici immédiatement. » J'attrapai donc ma veste, et je me dirigeai vers la maison principale. À mon arrivée, la salle de conférence bourdonnait d'activité. Tout le clan Parker était réuni, Gérald, Evelyne, Dominique, Lucas, Selena, ainsi que la moitié de l'équipe de direction, et quelques inconnus qui se tenaient pourtant comme s'ils possédaient de petits pays. Ce n'était pas une simple réunion de famille, c'était un véritable conseil d'administration d'envergure. Adrien, m'interpella Evelyne à mon entrée, d'un ton d'une chaleur inédite pour moi. Un timing parfait. Nous étions justement en train de discuter des résultats trimestriels. Elle désigna l'écran de présentation à l'avant de la pièce. Celui-ci affichait une série de graphiques et de diagrammes, visiblement conçus par quelqu'un qui prenait un malin plaisir à faire se sentir les autres incompétents. Projection de revenus, analyse de marché, positionnement concurrentiel. Bref, toute cette pornographie d'entreprise que les écoles de commerce utilisent pour justifier leurs frais de scolarité. Mais là, en plein milieu de ces magnifiques graphiques, se trouvait une section entièrement consacrée à la filiale 3. Nos chiffres, nos projections de croissance, notre histoire à succès s'y étalait dans toute leur gloire managériale, à la vue de tous. Comme vous pouvez le constater, expliquait Gérald, d'un ton teinté de ce respect réticent que les hommes riches réservent à ceux qui leur ont prouvé qu'ils avaient tort. La filiale 3 a dépassé toutes les attentes. Non seulement Adrien a réussi à redresser une division en déroute, mais il l'a fait en avance sur le calendrier, et au-delà des objectifs fixés. Je pouvais entendre les commentaires mentaux circuler dans la pièce, comme un chœur antique d'admiration managériale. Les pensées de Dominique étaient particulièrement divertissantes, pas si inutiles que ça, finalement. Il a vraiment réussi son coup. Je ne l'ai pas vu venir. Lucas réfléchissait différemment, joli coup. Choisir la division dont personne d'autre ne voulait. Maintenant, il a de quoi négocier. Même Selena semblait impressionnée, bien que sa réaction mentale soit, comme à son habitude, très calculatrice, il est en train de prendre plus d'importance que prévu. Cela pourrait s'avérer utile, ou dangereux. Ce qui nous amène à l'ordre du jour, poursuivit Evelyne, et soudain, tous les regards se tournèrent vers moi. Adrien, tu as prouvé que tu étais capable de redresser des actifs en difficulté. Nous aimerions discuter d'une extension de ton rôle au sein de l'organisation. Voilà qui devenait intéressant. 6 mois plus tôt, ces gens me traitaient comme un cas social de l'entreprise, m'offrant une allocation et une tape sur la tête en échange de ma discrétion. Aujourd'hui, ils parlaient d'élargir mes responsabilités. Le rapport de force dans la pièce avait basculé de manière si spectaculaire que je pouvais presque le sentir physiquement. « Que aviez-vous en tête ?» demandai-je, m'efforçant de garder un ton neutre, alors même que mon cerveau faisait des cabrioles. Gérald se pencha en avant, l'air grave. « Nous sommes disposés à t'offrir un poste permanent de vice-président du développement stratégique.
Tu auras la supervision de toutes les divisions en difficulté, ainsi qu'un siège au comité de direction. C'était incroyable. 6 mois auparavant, j'avais de la chance si on m'invitait au dîner de famille. Et maintenant, il me proposait un vrai poste, doté d'un pouvoir réel et d'une influence concrète. Autour de la table, les réactions mentales offraient un mélange fascinant de respect, de calcul, et de jalousie à peine dissimulée. L'offre financière globale est substantielle, ajouta Evelyne, en faisant glisser un dossier sur la table. Salaire de base, prime de performance, participation au capital, sans oublier tous les avantages classiques liés aux fonctions de direction. J'ouvris le dossier, tout en m'efforçant de ne pas laisser ma mâchoire se décrocher. Les chiffres étaient astronomiques. C'était plus d'argent que je n'avais jamais rêvé d'en gagner, avec des avantages qui comprenaient à peu près tout, excepté mon propre jet privé. Mais plus important encore, ce n'était pas une simple offre d'emploi. C'était une acceptation, une reconnaissance, un véritable siège à la table des grands. C'est très généreux, dis-je, en refermant le dossier avant de promener mon regard sur l'assemblée. Mais j'ai une question. Gérald haussa un sourcil. Laquelle? Que advient-il du contrat de mariage? Celui qui stipulait que je ne devais rien obtenir si la filiale 3 échouait? Un silence de plomb s'installa dans la pièce. Le genre de silence qui survient lorsque quelqu'un aborde un sujet que tout le monde espérait passer sous silence. Je pouvais presque entendre les rouages de leurs esprits grincer, alors qu'ils cherchaient un moyen de gérer cet obstacle inattendu. Ce contrat, commença prudemment Evelyne, reposait sur l'hypothèse que la filiale 3 continuerait d'engranger des pertes. Étant donné que tu as dépassé toutes nos attentes, il nous semble opportun d'en renégocier les termes. Traduction, ils avaient parié contre moi et avaient perdu, et ils cherchaient à présent un moyen de me satisfaire, sans avoir à admettre qu'ils s'étaient trompés. J'apprécie la démarche, répondis-je, mais j'aimerais proposer quelque chose de différent. Et c'était reparti. Une nouvelle négociation, une nouvelle occasion de repousser les limites, et de voir jusqu'où je pouvais aller. Je ne souhaite pas renégocier le contrat d'origine, poursuivis-je. Je veux qu'il soit respecté exactement comme il a été rédigé. J'ai rendu la filiale 3 rentable en moins de 12 mois, ce qui signifie que j'obtiens ma participation de 10% dans le capital. En revanche, j'aimerais ajouter une clause à l'accord. La réaction mentale de Dominique fut immédiate, et voilà. Il va essayer d'utiliser ça comme levier pour obtenir quelque chose de plus grand. Quel genre d'ajout, s'enquit Gérald, d'une voix soigneusement neutre. Un partenariat, dis-je simplement. Pas seulement avec la filiale 3, mais avec l'ensemble du groupe Parker. Je veux être traité comme un associé à part entière, et non comme un simple employé de plus sur la feuille de paie. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre le cours d'une action s'effondrer. Je demandais, en substance, à être intégré dans le cercle restreint de l'une des familles les plus puissantes de la côte est, et cela sur la base de 6 mois de succès à la tête d'une division qu'il s'apprêtait à liquider. Mais s'il y avait une chose bien réelle chez les Parker, c'était leur respect pour le pouvoir, et la réussite financière en était la forme ultime. J'avais prouvé que je savais obtenir des résultats, que je savais gérer la pression, et que je n'allais pas plier sous leur forme bien particulière de guerre psychologique. Finn Parker, resté silencieux durant toute la réunion, prit soudain la parole. Plus de mariage de convenance, dit-il d'une voix lourde de sens, comme s'il venait de prendre une décision cruciale. Un véritable partenariat. Ses pensées, quant à elles, étaient limpides, cet homme pourrait être mon égal. Enfin quelqu'un qui comprend comment on joue vraiment à ce jeu. La salle retint son souffle, pendant que Gérald et Evelyne échangeaient des regards. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires. C'était désormais une question de famille, de pouvoir, et de savoir qui s'assiérait en bout de table lorsque l'Empire Parker orchestrerait son prochain coup. Très bien, trancha finalement Evelyne, d'une voix si ferme qu'elle coupait court à toute discussion. Un partenariat d'égal à égal, soit. Ce soir-là, alors que Selena et moi étions installés dans notre véritable chambre commune, pour la première fois depuis la nuit de noces, elle me posa la question que j'attendais. Regrettes-tu ce mariage? Je la regardais vraiment, et je réalisais que, quelque part en chemin, notre dynamique avait radicalement changé. Nous ne jouions plus au mari et à la femme. Nous ne faisions plus semblant d'être ce que nous n'étions pas. Nous étions simplement deux personnes, prises dans une situation hors du commun,
qui s'efforçait de trouver un moyen de la faire fonctionner. Non, dis-je sincèrement. Je ne le regrette pas, sa réaction mentale fut immédiate, il est en train de prendre plus d'importance que prévu. Est-ce que je peux encore le contrôler? La réponse, j'en étais désormais certain, était non. Elle ne pouvait plus me contrôler, pas plus que le reste de la famille Parker. J'avais fait mes preuves, j'avais taillé mon propre chemin, et j'avais établi mes bases de pouvoir au sein de leur empire. Pour la première fois depuis le jour de notre mariage, je me sentais exactement là où était ma place. La convocation dans la serre tomba un mardi matin. Elle fut transmise avec cette politesse formelle qui annonçait que les choses sérieuses allaient commencer. Evelyn Parker n'invitait jamais personne dans sa serre privée pour discuter de la pluie et du beau temps. C'était son sanctuaire intime, le lieu même où se prenaient les véritables décisions, et où elle pouvait parler librement, sans craindre que des avocats d'affaires ou des membres du conseil d'administration n'enregistrent le moindre mot pour la postérité. Je la trouvais au milieu des orchidées, s'occupant d'une variété exotique qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Elle portait des gants de jardinage qui semblaient n'avoir jamais touché la moindre trace de terre, et ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon si élégant qu'il proclamait haut et fort « Je dirige des empires pendant mes heures perdues ». La serre elle-même ressemblait à un rêve botanique fiévreux, des plantes rares provenant de 6 continents différents, des systèmes de contrôle du climat qui auraient pu terraformer Mars, et assez de lumière naturelle pour alimenter une petite ville. « Adrien, dit-elle sans même lever les yeux de ses fleurs. Merci d'être venu. Tout le plaisir est pour moi, Evelyn, répondis-je, même si nous savions pertinemment qu'il n'était pas question de plaisir. Il s'agissait de pouvoir, et d'une redistribution minutieuse de ce dernier au sein de la hiérarchie familiale des Parker. Elle se tourna enfin vers moi. Son visage était parfaitement impassible, mais sa voix mentale, elle, résonnait de manière limpide, il sait sourire devant les caméras, et montrer les crocs en silence. Il est mon héritier spirituel. Son héritier spirituel? Bon sang. Tu as fait tes preuves au cours des derniers mois, reprit-elle à voix haute, d'un ton empreint de cette autorité naturelle qui faisait transpirer les politiciens. Non seulement avec la filiale 3, mais aussi par la façon dont tu as géré la dynamique familiale, les pressions extérieures, et les diverses complications qui se sont présentées. Par complications, elle faisait référence à tout un ensemble de faits, les tentatives de sabotage de Marissa, le scandale du gala de charité, et ce véritable parcours du combattant que représentait l'intégration d'un étranger au sein de l'une des familles les plus fermées de la côte est. C'est pourquoi, annonça-t-elle, tout en se dirigeant vers une autre section de fleurs rares, je te confie la direction de la Fondation Parker. La Fondation Parker. C'était la vitrine publique de la famille, leur branche caritative, et l'instrument par lequel ils exerçaient leur influence discrète à travers 3 États et une demi-douzaine de secteurs d'activité. Il ne s'agissait pas seulement de signer des chèques pour de nobles causes. C'était une question d'influence, de réseau, et d'être en mesure de passer un coup de fil pour faire bouger les choses, au plus haut niveau de l'État et des affaires. C'est un immense honneur, dis-je, m'efforçant de garder une voix stable, alors même que mon esprit célébrait déjà sa victoire. C'est surtout une lourde responsabilité, rectifia-t-elle. La Fondation gère plus de 200 millions de dollars de dons par an. Nous finançons tout, de la recherche médicale aux initiatives éducatives, en passant par l'aide humanitaire en cas de catastrophe. Chacune de tes décisions sera passée au crible par les médias, par nos concurrents, et par tous ceux qui ne demandent qu'une chose, voir la famille Parker trébucher. J'acquiesçai, comprenant parfaitement le poids de ce qu'elle me proposait. Ce n'était pas un simple travail. C'était un test, pour savoir si j'étais de taille à devenir le visage public de l'Empire Parker, et si je pouvais naviguer dans les eaux troubles de la philanthropie de haut vol, sans couler la réputation de la famille au passage. À partir de maintenant, poursuivit Evelyn, c'est toi qui dirigeras la fondation sur le plan public, conférences de presse, réunions avec les donateurs, présentations devant le conseil d'administration. Tu seras le visage que les gens associeront aux œuvres de bienfaisance des Parker. Les implications étaient vertigineuses. 6 mois plus tôt, j'avais de la chance si on m'invitait à dîner. Aujourd'hui, on me plaçait au rang de représentant officiel de l'une des organisations philanthropiques les plus puissantes du pays. Cette semaine-là, je me jetais à corps perdu dans mon rôle, comme si ma vie en dépendait, ce qui, à vrai dire, était sans doute le cas. La Fondation Parker était installée dans un immeuble de bureaux étincelant,
situé en plein Midtown, à Manhattan. Tout n'y était que verre, acier, et œuvres d'art hors de prix, qui hurlaient « Nous sommes plus riches que Crésus, et nous n'avons pas peur de le montrer ». Le personnel était un savant mélange de bienfaiteurs idéalistes, qui croyaient sincèrement pouvoir rendre le monde meilleur, et de stratèges politiques cyniques, bien conscients que la charité n'est qu'une autre forme de projection du pouvoir. Ma première initiative d'envergure consista à lancer un nouveau programme de bourse d'études pour les étudiants de première génération et des jeunes dont les parents n'avaient jamais mis les pieds sur un campus universitaire, mais qui possédaient l'intelligence et la volonté de réussir si on leur en donnait l'opportunité. C'était le genre d'histoire inspirante et positive que les médias adoraient, et cela présentait la famille Parker comme les champions du rêve américain, plutôt que comme une énième dynastie accumulant les richesses, tels des dragons jaloux de leur or. Cependant, je procédais également à quelques changements stratégiques de personnel, envoyant ainsi un message limpide sur la manière dont les choses allaient tourner sous ma direction. Je réintégrai 3 employés qui avaient été discrètement poussés vers la sortie sous l'administration précédente. Leur unique crime avait été de poser des questions dérangeantes sur la destination réelle de certains dons. Je restructurai le comité d'investissement pour y intégrer des voix plus diverses, et moins de proches dévoués. Enfin, je lançai une initiative de transparence, en publiant des rapports financiers extrêmement détaillés sur le moindre dollar dépensé par la fondation. La presse en fit ses choux gras. En moins d'un mois, Forbes publia mon portrait en me qualifiant de « gendre de fer », l'outsider marié à l'une des familles les plus puissantes d'Amérique, qui remodelait désormais leur image publique de l'intérieur. Le New York Times publia un article sur cette nouvelle génération de leaders philanthropiques. Même le Wall Street Journal, qui traite habituellement les œuvres de charité comme un passe-temps pittoresque pour riches désœuvrés, consacra un éditorial pour saluer l'approche novatrice de la Fondation en matière de dons stratégiques. Le véritable test se présenta lorsque Marissa revint ramper vers nous. Elle se présenta à mon bureau un jeudi après-midi. Elle donnait l'impression d'être passée dans un broyeur de procédures judiciaires et d'humiliation publique. Le scandale du gala de charité avait réduit sa réputation à néant, et l'enquête qui avait suivi sur ses transactions financières l'avait rendue indésirable dans les cercles mondains où, peu de temps avant, tout le monde lui cirait les pompes. Adrien, commença-t-elle, assise au bord du fauteuil face à mon bureau, comme si elle craignait que je n'appelle la sécurité si elle s'installait trop confortablement. Je voulais m'excuser. Ses paroles étaient du miel. Un flot de douceur et de contrition coulant comme du sirop d'érable sur des crêpes. Elle raconta comment Léo l'avait manipulée, à quel point elle s'était montrée naïve et confiante, et comment, ayant tiré les leçons de ses erreurs, elle était prête à se racheter. En revanche, ses pensées étaient un venin de haine pure, s'il me laisse l'approcher, j'éventrerai son empire de l'intérieur. Je détruirai tout ce qu'il a construit, et je le forcerai à regarder. Je la laissai achever sa démonstration et une performance digne d'une nomination aux Tony Awards dans la catégorie meilleure actrice dramatique avant de lui répondre. Marissa, lui dis-je, en m'adossant à mon fauteuil, avec ce sourire bienveillant que les politiciens arborent juste avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. J'apprécie que tu sois venue. Vraiment. Son regard s'éclaira. Elle pensait sans doute avoir réussi sa manipulation, pour rentrer à nouveau dans les bonnes grâces de la famille. Mais voilà le problème, continuai-je, sans perdre une once de mon ton amical. Tu m'as appris une chose d'une valeur inestimable sur la survie au sein de cette famille. Tu m'as appris que chacun a son propre intérêt en tête. Que la confiance est un luxe qui peut s'avérer mortel, et que le seul moyen de se protéger est d'avoir toujours 3 coups d'avance sur quiconque cherche à te détruire. Son sourire se figea, à mesure qu'elle comprenait où je voulais en venir. Alors, merci pour la leçon, conclus-je en me levant pour me diriger vers la porte. Mais tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma vie. Le masque tomba alors complètement, révélant une rage brute. Tu ne peux pas me faire ça, siffla-t-elle. Je fais partie de la famille. Non, répliquai-je en lui ouvrant la porte pour l'inviter à sortir. Tu es une mise en garde vivante. Elle sortit en silence, mais je pus entendre ses hurlements mentaux résonner jusqu'à l'ascenseur. Ce soir-là, je me tins sur le balcon de mon bureau, contemplant la ligne d'horizon de Manhattan, tout en mesurant le chemin parcouru. 6 mois plus tôt, je n'étais personne. Je cherchais simplement comment survivre dans un monde conçu pour me broyer et me recracher. À présent, je dirigeais une fondation de 200 millions de dollars, je transformais l'image publique de l'une des familles les plus influentes d'Amérique,
et je prenais des décisions qui affectaient des milliers d'existences. Certes, cette capacité de lire dans les pensées avait été le déclencheur, mais la véritable métamorphose venait du fait que j'avais appris à jouer selon mes propres règles. Je ne me contentais plus de survivre au milieu des Parker. Je m'y épanouissais pleinement, et j'y parvenais en me montrant plus intelligent, plus stratège, et plus impitoyable que quiconque ne l'aurait imaginé. Demain, j'avais rendez-vous avec le maire pour discuter d'un nouveau projet de développement urbain. La semaine prochaine, je devais témoigner devant une sous-commission parlementaire au sujet de la réforme de la philanthropie. Le mois prochain, je prononcerai le discours d'ouverture d'une conférence sur l'avenir de l'action caritative. Pas mal pour un homme qui avait commencé cette aventure comme simple élément de décoration pour un mariage, au sein d'une famille qui collectionnait les hommes de pouvoir comme des trophées. Pas mal du tout. La salle du conseil offrait une toute autre atmosphère cette fois-ci. 6 mois plus tôt, je m'étais assis au bout de cette même table d'acajou, telle une mascotte d'entreprise, hochant poliment la tête pendant que les véritables acteurs prenaient les vraies décisions. À présent, je siégeais à 3 places seulement de la tête de table, avec mon propre chevalet nominatif, et ma propre pile de rapports trimestriels qui, cette fois, comptait vraiment. Gerald Parker clôturait la séance avec sa précision froide habituelle, égrenant des chiffres à donner le tournis à la plupart des gens. Mais, lorsqu'il en vint à ma section et les indicateurs de performance de la fondation, et la croissance continue de la filiale 3, son ton changea, pour adopter une nuance qui ressemblait presque à de la fierté. Ce qu'Adrien a accompli en 6 mois, déclara-t-il, en me fixant de ses yeux bleus et perçants qui intimidaient les PDG et les hommes politiques depuis des décennies, d'autres ont échoué à le faire en 6 ans. Cette confession resta suspendue dans la pièce comme un parfum de grand couturier. C'était Gerald Parker, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, qui n'avait jamais croisé une faiblesse sans l'exploiter ni un concurrent sans l'écraser. Qui reconnaissait publiquement que l'homme que tous considéraient comme un simple élément de décoration de mariage avait, en réalité, obtenu des résultats remarquables. Je me remémorais le jour de mon mariage, debout devant cet autel, au moment même où mon tout nouveau pouvoir s'était manifesté pour la première fois. Ce moment précis où j'avais capté les véritables pensées de Selena, ravie d'avoir fait une meilleure affaire que sa sœur. Ce moment où j'avais réalisé que chaque sourire, dans cette cathédrale, dissimulait une laideur sous-jacente. Ce premier jour où j'avais entendu les véritables pensées des gens avait été comme l'obtention d'un accès VIP pour les coulisses de la télé-réalité la plus cruelle au monde. Mais cela avait également été ma seconde chance. C'était l'opportunité de réécrire l'histoire de ma vie, grâce à des informations d'initiés que personne ne me soupçonnait de détenir. À présent, alors que je parcourais des yeux la salle du conseil, fixant des visages qui m'avaient autrefois balayé d'un revers de main comme un désagrément temporaire, je pouvais entendre le changement radical s'opérer dans leurs esprits sur ce qu'Adrien Matthews représentait réellement. Les pensées de Dominique étaient réticentes, mais claires, pas le maillon faible auquel on s'attendait. Il s'avère réellement utile. Lucas réfléchissait de manière stratégique, je dois revoir ma façon de l'aborder. Il est là pour rester. Même Evelyne, la matriarche à la volonté de faire qui avait vu défiler des dizaines de coureurs de dot, pensait, enfin quelqu'un qui comprend les règles du jeu. Ce soir-là, Selena et moi étions attablés l'un en face de l'autre pour dîner face à face pour de vrai, pas simplement à partager un espace tout en pensant à autre chose. Notre relation avait évolué, passant de celle d'inconnu mal à l'aise jouant à la famille, à quelque chose qui ressemblait presque à un véritable partenariat. Tu sais, commença-t-elle, en coupant son saumon avec une précision chirurgicale, je ne m'attendais pas du tout à cela. À quoi donc? À toi. Elle leva les yeux de son assiette et, pour une fois, sa voix mentale fut en parfait accord avec ses paroles, peut-être que je t'ai sous-estimé. Peut-être que j'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. Je levai mon verre de vin pour un toast ironique. Aux résultats inattendus. Elle sourit d'un vrai sourire, bien éloigné de cette expression de papier glacé qu'elle arborait habituellement et trinqua avec moi. Avoir obtenu la capacité de lire dans les pensées n'avait pas seulement été une question de don étrange. C'était surtout l'apprentissage de voir au-delà des apparences, de comprendre que chacun jouait sa propre partie, et que le seul moyen de l'emporter était de jouer mieux que ce que quiconque pouvait anticiper. Je n'étais plus ce gendre fragile, égaré au milieu d'une famille de requins. Je n'étais plus ce mari de convenance, que l'on pouvait jeter une fois son utilité épuisée. Je ne vivais plus dans l'ombre de quiconque, je ne suivais le scénario de personne, et je ne dansais plus au rythme qu'on voulait m'imposer.
J'étais Adrien Matthews, vice-président du développement stratégique, directeur de la Fondation Parker, et partenaire à part entière de l'une des familles les plus puissantes de la côte Est. J'étais celui qui avait pris une division moribonde pour en faire un centre de profit majeur. J'étais l'homme qui avait survécu aux sabotages industriels, aux guerres familiales, et aux scandales publics, le tout sans même sourciller. Et, plus important encore, j'étais désormais l'architecte de mon propre destin. Chaque murmure, dans chaque pièce, apportait la preuve que je ne me contentais plus de survivre dans ce monde, j'étais en train de le conquérir.